Nous sommes avec Elliot Bujanda, qui est le fondateur de la société ETT Neuropsy. Bonjour Elliot. Bonjour Frédéric. On va se tutoyer. Est-ce que tu peux Ah te présenter et présenter ce que tu fais? oui, donc je m'appelle Elliot Bujanda. De base, je viens d'une formation en neuropsychologie. Donc durant cette formation, on apprend à prendre en charge plusieurs pathologies, plusieurs maladies, schizophrénie, TOC, dépression. Et au cours de ma formation, j'ai eu la chance de travailler en maison de retraite. Et durant cette formation, j'ai vu une situation assez inédite. En fait, on se retrouve souvent seul au sein des structures pour faire face à une situation assez spécifique où on voit en fait, où on entend des cris, des pleurs, des résidents frapper les soignants. Et au travers de ça, le psychologue, souvent, il est à mi-temps. Et donc, au cours de ma formation, je me suis posé la question, pourquoi le psychologue est à mi-temps alors qu'il est face à 30, 40 soignants et 80 ou 90 résidents. Et donc, de par ce constat, j'ai travaillé depuis maintenant septembre 2019 sur une entreprise, donc ETT Neuropsy, qui a pour but en fait de faire intervenir une équipe de 2 neuropsychologues au sein des maisons de retraite pour proposer en fait un diagnostic de la structure pour comprendre les besoins et problématiques et aussi mettre en place des indicateurs clés sur lesquels on se basera. Par exemple, le risque de burn-out, le nombre de troubles du comportement, donc c'est tout ce qui est hallucination et délirante agressivité manifestée par les résidents, pour ensuite proposer des formations sur les thématiques des troubles du comportement aux soignants pour qu'ils puissent faire face à cette situation. Et en même temps que ça, proposer l'intervention du deuxième neuropsychologue pour prendre en charge ces mêmes problématiques de troubles du comportement. Si je dis que c'est du soutien psychologique pour les salariés des EHPAD, dans ce cas-là, si on parle des établissements, tu me dis quoi? Non, c'est pas uniquement du soutien psychologique parce qu'on est vraiment là avec pour rôle de former les soignants. Donc, on peut se rapprocher d'un cabinet de conseil, mais les cabinets de conseil, ils ont un manque de mise en pratique des formations. Nous, on n'est pas sur du théorique ou du soutien psychologique qu'un psychologue en structure puisse faire. Donc, en fait, il y a une première partie qui est un audit, enfin une analyse Exactement. de la situation, et après, il y a des formations qui sont mises en place. Dans la première partie, tu mesures quoi, en fait, concrètement? En fait, on mesure on mesure des indicateurs clés. Donc, par exemple, le risque de burn-out des soignants ou le nombre de troubles du comportement des résidents. On mesure ces éléments-là, en fait, pour expliquer notre impact avant, donc pendant le diagnostic. Pendant l'intervention, on continue d'évaluer nos indicateurs clés. Et durant un troisième temps, on réintervient au sein de la structure pour vérifier que les actions qu'on a été mises en place ont été efficaces, mais aussi que nous expliquer l'impact qu'on a eu au travers de l'évolution des indicateurs clés. Alors, si je titille un petit peu, ce que j'ai envie, c'est qu'on comprenne vraiment le sujet. Bon, je dirige un établissement, d'accord. Mon personnel, je le pressurise. Certains sont au bord du burn-out. Tu fais quoi? Tu vas me dire d'arrêter de les pressuriser, ou alors est-ce que tu vas les former à ce qu'ils acceptent ma pression et qu'ils ne soient plus en burn-out. Je provoque, mais tu vois ce que je veux dire en fait. Oui. En fait, tu vas les former de façon à ce qu'ils acceptent mieux facilement la situation, c'est en quoi est-ce bien d'être pressurisé, mais qu'on fait un recadrage en psychologie, mais c'est pas de psychologie. Ou est-ce qu'en fait tu vas plus que ça, tu vas me dire, écoutez, non, on fait vraiment autre chose à ce niveau-là. En fait, il faut savoir que les situations de troubles du comportement, de l'agressivité par exemple des résidents, c'est le facteur qui explique le plus le risque d'un épuisement professionnel ou d'un burn-out. Et donc, il multiplie par 5 le risque, c'est le facteur le plus important. En fait, on peut avoir, entre guillemets, un management un peu agressif avec les employés. Mais s'il n'y a pas le facteur trouble du comportement, le risque de burn-out, il sera moins que s'il y a la présence de troubles du comportement. En fait, Alors, ma question, je reprends ma question parce que je veux quand même bien comprendre. Ah oui. C'est en fait, avec la formation, ça change quoi? En fait, tu ne vas pas calmer les résidents. Les résidents vont toujours avoir le même comportement, mais tu vas. On va former les soignants.
tu vas former les soignants à prendre du recul. Non, en fait, à analyser les troubles du comportement. Parce qu'en fait, grâce à on les forme à du théorique. Donc, qu'est-ce qu'un trouble du comportement, comment il se manifeste et les facteurs qui l'engendrent. Mais on les forme aussi à des outils. Donc, ça peut être sous la forme d'un semainier. Et en fait, quand ils font le soin, ils annotent s'il y a eu présence ou non de tel ou tel trouble du comportement, le facteur qui a été à l'origine. Et en fait, le deuxième neuropsychologue, lui, peut savoir quel est le résident qui a manifesté un trouble du comportement, à quel moment, et le facteur qui est à l'origine, et donc mettre en place la prise en charge la plus efficace à ce niveau-là. D'accord. Oui, je l'ai pas. D'accord. Donc en fait, le personnel détecte, apprend à détecter les troubles de comportement. Donc déjà, à mon avis, ça doit les déstresser parce qu'ils doivent comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Exactement. Et après, il y a un plan d'action qui est mis de façon à ce que le trouble de comportement chez le résident, chez la personne, s'arrête. Oui. De façon à pouvoir derrière ensuite, que l'ensemble de la structure soit plus harmonieuse et que les résidents et que les salariés soient plus d'accord. Ça marche. On fait vraiment de la prévention pour le futur, mais on fait aussi de la sensibilisation des soignants à travers des formations et de la prise en charge des troubles du comportement déjà présents au départ. D'accord. Donc en fait, autre question, toi tu vas former en fait les salariés à détecter ces troubles de comportement. Exactement, du moins les neuropsychologues que je fais intervenir. Voilà. Et le neuropsychologue, c'est quelqu'un que tu fais intervenir, c'est quelqu'un qui est dans l'établissement? Non, c'est des neuropsychologues que je recrute, mais il y a déjà un neuropsychologue souvent au sein des maisons de retraite. C'est une obligation, c'est une réglementation de l'Agence régionale de la santé. Mais en fait, lui, il sera en fait la personne qui nous permettra de pérenniser nos actions sur le long terme. Parce que nous, on est présent pendant une période de 2 ou 3 mois. Mais en fait, après, on revient peut-être dans 1 an pour faire des formations. Mais ce sera lui qui pérennisera l'ensemble de nos interventions dans le futur. D'accord. Alors, quels sont les bénéfices pour les résidents, pour les salariés et pour l'établissement? Alors, pour les résidents, ça permet en fait de ralentir le développement de la maladie d'Alzheimer. Parce qu'il faut savoir que les troubles du comportement, c'est le facteur qui précipite la maladie. Oui. Ça explique pourquoi les résidents ils ont une espérance de vie très faible au sein des maisons de retraite. En même temps que ça, pour les soignants, en prenant en charge les troubles du comportement, on baisse la charge de travail mentale et physique. Mais aussi, on permet aussi de réduire drastiquement l'épuisement professionnel ou le burn-out. Parce qu'en fait, c'est le trouble du comportement et le manque de formation. C'est 2 facteurs qui expliquent le plus ces problématiques d'épuisement professionnel des soignants. Alors moi, je relis ça à ce que si je suis un dirigeant d'un établissement, j'aurai moins de burn-out, moins de personnel stressé, moins d'arrêt de travail, donc en fait, moins d'absentéisme. Exactement. Je le relis au niveau économique. Oui, exactement. En fait, pour les directeurs d'EHPAD, faut savoir qu'en moyenne, déjà les soignants en maison de retraite, c'est l'activité en France qui a le taux d'absentéisme le plus élevé. Il atteint 45 jours d'absence par an par soignant. Donc en France, le coût économique, il est d'1 milliard d'euros pour l'ensemble des maisons de retraite en France. Et pour une structure en maison de retraite, il est à peu près de 130 000 euros. Et en fait, nous, on peut réduire cet absentéisme. En fait, je me suis mis en contact avec un institut, donc l'Institut Sapiens, qui est spécialisé dans l'étude économique et sociologique. Et de par nos échanges et de par leur expérience, on a 3 scénarios possibles de réduction de l'absentéisme. Ça peut aller de 10 pour le plus faible à 30% d'absentéisme en moins. Donc les retombées économiques pour les structures est vraiment importante. D'accord. Comment est-ce que les dirigeants des EHPAD ou des établissements, en plus général, te perçoivent quand ils arrivent? D'abord, la méthode, en fait. Est-ce qu'ils la perçoivent bien? Est-ce qu'ils sont au courant? Est-ce qu'ils veulent tester? Comment ça se passe? Vraiment, au départ, en septembre dernier, j'étais vraiment dans une prospection et c'est avec eux que j'ai co-construit l'offre, avec eux, les soignants et les aidants. Les patients, c'est plus compliqué à construire avec eux étant donné leur maladie. Oui. Mais vraiment, ils ont été là, ils m'ont accueilli les bras ouverts. Ils m'ont vraiment donné leurs problématiques, donc des problématiques économiques, mais aussi des problématiques sanitaires. Parce que les directeurs, ce n'est pas que des personnes financières, mais ils ont aussi le cœur sur la main. Et ils m'ont vraiment perçu, pas hostilement, vraiment de manière positive. Et avec eux, j'ai pu vraiment avancer et proposer cette offre maintenant. Les soignants, c'est le même principe. Ils ont connaissance de la neuropsychologie, une grande partie d'entre eux. Et le fait que je perçoive bien leurs problématiques
et que je mets en lien autant d'études terrain que de la recherche scientifique, donc la recherche française, canadienne, des États-Unis ou de Belgique. Ça donne une certaine expertise à ma démarche, à mes outils et aux services que je propose. D'accord. T'en es où dans le développement Alors, autre question que je voulais te poser, que pour titiller un petit peu, euh, comment est-ce que les établissements réagissent par rapport à ton âge? Euh, On va dire, t'es jeune en fait, et on pourrait se poser la question, voilà, mais quelqu'un qui a fait des neurosciences ou la neuropsycho machin, il est jeune et il n'est pas forcément crédible par rapport à ce dont j'ai l'habitude avec mes équipes. Comment est-ce que tu as noté ça sur le terrain? Alors, ils ont vraiment pas, encore une fois, ils n'ont pas été dans l'hostilité et pour, entre guillemets, ne pas qu'ils aient ce biais-là par rapport à mon âge, bah, en fait, je me suis vraiment entouré de personnes expertes du domaine et des grandes institutions. En fait, j'ai en partenaire bah, la Fondation France Parkinson, spécifiquement en région Bourgogne-Franche-Comté et D'accord. en région Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai aussi la Fondation France Alzheimer et le RESEDA. J'ai pu me mettre en contact avec certains représentants de l'ARS et d'autres après institutions plus locales de Lyon et des alentours. Donc en D'accord. fait, pour pallier ça, j'ai vraiment joué sur la carte de expertise extérieure pour me D'accord. donner du poids. Très, très, très bien répondu. Mm. Euh, T'en es où dans le développement de ta société et comment est-ce que tu t'y prends pour alors sans tout dévoiler parce qu'il y a peut-être des Mm. choses confidentielles, mais où est-ce que tu en es est-ce que tu et comment est-ce que tu fais pour démarcher les EHPAD? D'accord. Bah, en fait, là actuellement, je suis en train de faire le recrutement des neuropsychologues parce que en octobre, là, j'ai un dernier rendez-vous avec une directrice de 4 structures du groupe Corian. Donc, c'est vraiment la dernière rencontre pour valider le lancement chez eux. Donc, on croise les doigts que ça soit bien, mais là, elle est déjà très dans la démarche de vouloir me faire intervenir. Donc, j'ai ce côté-là, j'ai Corian d'un côté. J'ai aussi Malakoff Humanis. En fait, j'ai pu rencontrer les chargés de Malakoff Humanis au travers d'un concours auquel j'étais en finale, D'accord. Innover pour le bien vieillir. Et en fait, en décembre prochain, il y a un nouveau concours Innover pour le bien vieillir. Et une des structures qui m'accompagne me fait encore participer au concours pour que cette fois-ci, je décroche la place et qu'on puisse aussi expérimenter avec Malakoff. Et dans le futur, j'aimerais aussi pouvoir me rapprocher du groupe AG2R La Mondiale qui expérimente des services comme le mien. Et je pense qu'avec les retombées économiques et sanitaires et la situation actuelle, elle a toute sa place. D'accord. Il y a une question que je me pose, c'est lorsque tu as formé les salariés, Mhm. puis est-ce que c'est facilement applicable derrière pour eux? Est-ce qu'ils sont, on va dire, opérationnels? Déjà, les formations, oui, on va commencer. Les formations, comment ça se passe? Combien de temps ça dure? Et ensuite, en combien de temps les salariés sont opérationnels? Donc, chaque module, en fait, je propose 3 modules de formation. Donc, 2 modules où c'est un premier de 2 matinées. Tous les modules sont de 2 matinées consécutives. Et en fait, on ne commence pas le deuxième module tant que le premier module, tous les soignants n'ont pas été formés. En fait, toutes les semaines, on fait 2 matinées de formation. Donc, avec les plannings des soignants, ça se passe parfaitement. Les directeurs d'EHPAD m'ont validé à ce niveau-là. Et en fait, on veut que durant la même temporalité, tous les soignants soient formés aux mêmes compétences, aux mêmes outils, aux mêmes connaissances. Donc, ces outils sont très simples, ces connaissances aussi. En fait, déjà, on leur donne des outils très visuels. Donc, par exemple, des carnets pour expliquer un peu les connaissances qu'ils peuvent, entre guillemets, oublier. Et après, pour vraiment que ça soit un apprentissage, ils utilisent les outils dans leur quotidien. Et c'est assez simple, en fait. Bah, c'est des semainiers. En fait, ils ont juste à noter la présence, par exemple, d'une hallucination chez un résident, d'apathie, donc le fait de ne pas être motivé à faire une action, par exemple. Là, je caricature, mais c'est ça. Ou bien le fait d'avoir une situation d'agressivité envers le soignant. Et en fait, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment faire ce côté théorique et mise en pratique pour que les soignants, ils acquièrent mieux les connaissances, les outils auxquels on les forme
pour qu'il y ait cet apprentissage bien plus en profondeur et bien plus dans leur quotidien. Là, il y a une question qui me vient, c'est est-ce à dire que les salariés à l'heure actuelle dans les établissements, on va dire les établissements en général, ne sont pas formés à détecter ces troubles? En fait, c'est dans leur formation, ils ont un petit module, entre guillemets, durant leur formation sur les troubles du comportement, mais il reste très simple. On ne leur explique pas la manière de faire face à un trouble du comportement. Par exemple, on ne leur dit pas comment faire face à un résident qui hallucine, par exemple. On leur donne pas d'outils. Ça, ils ont vraiment pas d'outils. Et même actuellement, si on ne prend pas uniquement le cursus de formation d'aide-soignant ou d'aide médico-psychologique, les formateurs, donc les cabinets de conseil ou autres, en fait, ils proposent des formations. Soit c'est fait par des non-experts du domaine. Par exemple, j'ai pu apercevoir que des diététiciens formaient les soignants aux hallucinations, ou bien que en fait les formations, c'est vraiment que du théorique qu'on peut retrouver sur Wikipédia, par exemple, sur qu'est-ce qu'un trouble du comportement, et on leur balance ça. En fait, c'est comme nous, si on nous apprend, je sais pas, l'histoire d'une mine, je sais pas où, au Pakistan, si on ne nous explique pas plus en profondeur d'où ça vient ou comment c'est fait, ça ne nous intéresserait pas. D'accord. Tes formations, elles apprennent, qu'on comprenne bien, tes formations, elles apprennent aux salariés à détecter les troubles, oui, mais aussi, j'imagine, à l'instant T, à réagir, à s'y ajuster. Exactement. Et ensuite, il faut l'intervention d'un neuropsychologue pour qui va travailler avec la résidente ou avec le résident, oui, de façon à pouvoir limiter ou affaiblir ou supprimer le trouble. Oui. En fait, c'est assez simple de supprimer un trouble du comportement d'une certaine manière, parce que souvent, c'est lié à des facteurs environnementaux ou des facteurs psychologiques. Donc ça, c'est le métier de neuropsychologue. C'est simple pour quelqu'un qui a les compétences. Hein. C'est pour ça, en fait, que c'est le neuropsychologue qui doit prendre en charge ça. D'accord. Mais quand tu dis simple, oui. Moi, par exemple, qui est passionné par la psychologie, je crois que tu sais, moi aussi, je veux dire, changer une croyance, changer un TOC, ça c'est simple. Mais bon, il y a quand même de la pratique avant et il y a des connaissances. Donc c'est simple pour un neuropsychologue, d'accord. Oui. En fait, le but, c'est rendre accessible des outils neuropsychologiques qui peuvent être pris en main assez rapidement en ayant la bonne formation et qui ont des atouts, qui ont des avantages et que le soignant peut utiliser et que ce n'est pas lourd dans sa démarche de soins. C'est vraiment ça, en fait. D'accord. Comment est-ce que tu te vois dans 5 ans, 10 ans? Alors, dans 5 ans ou 10 ans, ce serait déjà un lancement déjà en région Auvergne-Rhône-Alpes. J'aimerais soit être le leader de ma démarche dans une région, mais dans ma vision vraiment positive, c'est un développement assez grand. Dans 5-10 ans, j'aimerais être le leader au niveau national potentiellement, ou potentiellement à d'autres pays où les maisons de retraite ont cette même problématique-là. Par exemple en Suisse, au Luxembourg ou au Canada aussi, où la neuropsychologie est très présente. D'accord. Un mot pour conclure? J'aimerais vous remercier, Frédéric. Et aussi, il faut savoir que tous les Français ils font face à la dépendance. Et je pense que c'est une importance cruciale de permettre aux soignants, aux aidants et aux soignants d'avoir accès à une prise en charge qui soit optimale pour eux et à leur bien-être. Super, merci Elliot Bujanda, qui dirige ETT Neuropsy. Merci beaucoup. Merci à toi. C'est très